Bonjour à tous, c'est Lina et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce troisième épisode de mon podcast Cher Journal. Alors, incroyable, ça commence à devenir très régulier, cette histoire. Ça fait déjà donc 3 semaines que je me tiens à faire un épisode de podcast, du coup, par semaine, et je suis vraiment très très contente pour l'instant de comment c'est en train de se passer, aussi même pour les retours que j'ai pu recevoir. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Honnêtement, ça me touche beaucoup. Comme je vous le disais, j'ai toujours un petit peu rêvé, voilà, de faire un podcast un jour, et même si on est dans la pire configuration possible, donc c'est-à-dire, voilà, chez mes parents, sur mon lit, mal fait. Enfin bon, il y a pas de micro, il y a pas d'éclairage, mon téléphone fait tout le taf. Enfin, c'est un peu compliqué, mais écoutez, je suis quand même contente de savoir qu'il y a des personnes qui viennent réécouter mes épisodes chaque semaine et qui prennent le temps de me faire un retour à chaque fois. Merci beaucoup pour les personnes qui prennent ce temps-là et qui me soutiennent par rapport à cet exercice qui, même si ça fait 3 fois maintenant, c'est toujours un petit peu, voilà, compliqué pour moi. Je sais pas encore exactement quel rythme avoir. Est-ce que je dois mettre plusieurs jingles? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je regroupe par chapitre les podcasts? I don't know yet. Mais en tout cas, pour l'instant, je me régale et je vais juste suivre le flow de comment je kiffe faire ça. Et tant que ça me fait kiffer, bah écoute, je continuerai dans cette lancée et au fur et à mesure, j'imagine que je saurai mieux comment m'organiser et comment tourner le podcast de manière à ce que il puisse s'améliorer avec le temps. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, vous, à me faire des recommandations ou me donner des petits conseils dans les commentaires. Je prendrai le temps de les lire avec grand plaisir, mais faites-le avec bienveillance, s'il vous plaît. Voilà. Ne soyez pas méchants, don't be mean. Soyons juste gentils les uns avec les autres et évoluons vers que du positif together. We can do it, guys. Euh, Avant de commencer, avec, pardon, le sujet du jour, je tiens à m'excuser pour l'état de mes cheveux aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez, je cours tous les matins depuis un peu plus d'1 mois et je m'éclate, j'adore faire ça, etc. Ce qui fait que, évidemment, je transpire. Et mes cheveux sont frisés de base, sauf que je les lisse pour plus de praticité mentale, de praticité d'entretien aussi, mais aussi parce que je me préfère avec les cheveux lisses que les cheveux frisés. En tout cas, pour le moment, il y a eu des moments, voilà, où je préférais mes cheveux bouclés, je ne lissais jamais mes cheveux, genre je ne touchais pas à un lisseur de près ou de loin. Là, je suis revenue à ce truc où je me préfère avec les cheveux lisses pour le moment, mais qui dit sport, dit transpiration, dit eau qui sort de notre corps, donc mes cheveux ont du mal à supporter tout ça. Donc il y a des moments où c'est compliqué. Donc pour tous ceux qui vont regarder donc le podcast, je suis désolée pour cette vue. Vraiment, je suis très très désolée. Et pour le reste, pour ceux qui le gardent juste en fond sonore, vous faites bien. Parce que on a connu des jours meilleurs. Enfin bref, donc comme vous avez pu le voir dans le titre d'aujourd'hui, on va parler des langues. Donc de mon parcours un petit peu linguistique avec les différentes langues que j'ai voulu apprendre avec le temps, comment j'ai fait aussi pour apprendre donc 2 langues en autodidacte et quelles sont les langues que j'ai envie d'apprendre plus tard, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a apporté aussi dans ma vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, apprendre des langues fait partie de mes hobbies préférés sur Terre. Voilà, je pense que ça va être un podcast un petit peu plus court que les autres, mais je pense qu'il va être aussi très très intéressant pour toutes les personnes voilà, qui sont dans le polyglot side de TikTok ou Instagram ou peu importe et qui kiffent du coup apprendre des langues, etc. Je pense que ça va vachement vous intéresser. Et pour les personnes qui sont pas très très proches de ça, peut-être que ça va vous donner envie de vous réintéresser déjà peut-être dans un premier temps à l'anglais ou alors à d'autres langues que vous avez envie d'apprendre ou reprendre quelque chose que vous avez laissé, enfin bref. On va parler de plein de trucs et vous allez voir, ça peut s'adapter, se coller. Vous voyez, je cherche mes mots.
je sais pas exactement le terme que je voulais utiliser, à différentes situations. Donc peut-être que même si c'est pas les langues, ça va vous faire écho à une autre activité que vous aimiez, que vous avez arrêtée. Alors à quelque chose dans lequel vous êtes encore jamais lancé alors que vous avez toujours voulu le faire. Enfin bref, vous allez voir. De toute façon, vous allez prendre ce que vous avez à apprendre. S'il y a des choses que vous estimez qui vous sont utiles, des conseils vraiment que vous avez envie d'appliquer, prenez-les avec tout votre cœur. Et s'il y a des choses qui vous semblent pas pertinentes, eh bah, vous pouvez les laisser. Et c'est ok aussi. Alors, donc, pour parler des langues, si je fais un petit topo là maintenant de où j'en suis, j'ai un niveau C1 en anglais. J'ai passé le TOEFL l'année dernière, en mars dernier, et j'ai unlock le niveau C1. Très très grosse fierté parce que, oh, mon Dieu, l'anglais, genre, j'adore l'anglais, c'est génial. Mais ça a été long pour en arriver là, et même encore aujourd'hui, je trouve que peut-être les examinateurs ont été très indulgents avec moi parce que quand je m'entends parler, en anglais, je remarque que je fais quand même beaucoup d'erreurs. Et même si en les remarquant, je sais que du coup, ça me permet de éviter de les refaire ensuite, quand même, genre, même maintenant, je me rends compte que je fais des erreurs très bêtes, encore et encore. Et je sais pas trop comment régler ça pour le moment parce que c'est pas sur l'anglais où je suis vraiment très très focus. Mais du coup, là, on va pouvoir basculer sur donc, la deuxième langue que j'ai vraiment envie de travailler au mieux, qui est donc le coréen. Obviously, si vous me suivez un peu donc sur TikTok et Instagram, pour rappel, je m'appelle Lina Wright. Donc vous pouvez aller me retrouver là-bas au même nom et checker aussi la barre de description si jamais. Euh, mais du coup, ça fait donc plusieurs années que j'essaie d'apprendre le coréen en autodidacte. Et donc j'ai vécu pratiquement aussi 2 ans là-bas. Donc ça m'a beaucoup aidé à unlock pas mal de choses par rapport à mon apprentissage du coréen. Mais je dirais que là, par rapport aux différents tests que j'ai fait, genre que ce soit genre le Sejong ou alors le topic aussi, je dirais, je pense que je suis sur un petit niveau B1, encore un petit peu fragilisé. Et ce que je trouve très frustrant avec le coréen, c'est que c'est une langue qui diffère tellement des langues latines qu'on connaît, donc c'est-à-dire français, anglais, espagnol, néerlandais, tout ça. C'est tellement différent de tout ça que du coup, les progrès over time prennent beaucoup de temps. Et tout ce qu'on peut assimiler très très rapidement en anglais et très vite, en plus on a cette chance d'avoir donc des mots transparents entre l'anglais et le français qui fait qu'il y a beaucoup de vocabulaire technique qu'on n'a pas besoin d'apprendre parce qu'en anglais on utilise les mêmes. Du coup ça fait que c'est plus facile pour nous de gagner en niveau assez rapidement en anglais. Alors que le coréen ça n'a tellement rien à voir. Il faut tout apprendre par cœur, tous les mots. Il n'y en a pas un qui va ressembler au français les gars, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc en fait, waouh, à partir de là, ça rend l'apprentissage beaucoup plus corsé et complexe, mais c'est un challenge que j'apprécie beaucoup surmonter, en tout cas pour le moment. Mais j'ai eu pas mal de hauts et de bas quand même pour en arriver là. Donc de toute façon, on va en parler. Mais voilà, en ce moment, l'anglais et le coréen, c'est les deux langues que je travaille le plus, disons. Même si je l'ai dit juste avant, le coréen, c'est vraiment là où je suis le plus focus dernièrement. Mais ouais, donc ça fait du coup 3 langues que j'ai à mon arc. Et j'aimerais pouvoir en ajouter plus dans le futur. Euh, mais ça, on va en parler un petit peu après. Là, revenons à la genèse de d'où est-ce que je suis partie avec ces langues-là, pourquoi, quel a été mon parcours et quels sont les outils que j'utilise aujourd'hui pour continuer à travailler mon anglais et du coup continuer l'apprentissage du coréen aussi en autodidacte par moi-même. Donc si jamais vous voulez des tips et des conseils, continuez d'écouter le podcast jusqu'à la fin parce qu'on va en parler au fur et à mesure. Alors, donc, disons que j'ai vraiment commencé à avoir un gros attrait pour les langues. En fait, surtout, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de facilité par rapport aux langues, logiquement, lorsque je suis arrivée au collège et que donc on a commencé à nous enseigner plus sérieusement, entre guillemets, l'anglais et du coup une deuxième langue qui était
dans mon collège à moi, soit l'anglais, soit l'allemand, pardon, soit l'espagnol. Euh, Disons que j'ai pas eu trop le choix sur la deuxième langue. Mes parents m'ont dit ce sera l'allemand et rien d'autre parce que eux ils avaient encore cette vision de la vieille école de ceux qui font latin-allemand c'est l'élite. J'ai quand même réussi à échapper au latin parce que je m'étais un peu révoltée quand même à ce moment-là et je n'avais pas coché le latin sur la fiche d'inscription. Mais l'allemand par contre j'ai pas pu y échapper. Donc je me suis retrouvée, voilà, anglais-allemand, parcours classique, et donc l'allemand contre mon gré. Et vous allez voir que ça va avoir un très gros impact, quelque chose de très important ça. Euh, donc au collège, voilà, j'arrive, allemand, anglais, ok. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de facilité. J'arrive à retenir les choses assez simplement, ça m'intéresse beaucoup. Et vraiment, l'anglais, je le travaillais pas plus que ça. Mes devoirs, je les faisais très très rapidement. Je kiffais, honnêtement, apprendre une nouvelle langue. Et en fait, je me suis rendu compte bien assez tôt d'à quel point c'était hyper powerful, genre hyper fort de pouvoir communiquer dans la langue de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est super, je parle français, c'est trop bien, je peux communiquer avec les gens d'ici, mais le monde est si vaste. Et avec les cours d'anglais, vous savez, surtout au collège, on voit beaucoup tout ce qui va être le Commonwealth, du coup la culture britannique, la culture américaine, etc. On en apprend beaucoup en fait sur le monde en vrai, de tous les pays anglophones, etc. On apprend beaucoup sur l'histoire de ces pays-là. Et ça m'a vraiment créé cette curiosité où je me suis rendu compte d'à quel point le monde est vaste et d'à quel point, en fait, parler l'anglais notamment, mais ça vaut pour toutes les langues, parler juste d'autres langues de manière générale, est hyper important pour s'ouvrir en fait aux autres et en apprendre plus. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et pouvoir parler d'autres langues, c'est avoir accès à d'autres formes de savoir aussi. Que ce soit des savoirs sur l'humain, les autres de manière générale, apprendre de l'autre, apprendre d'une autre culture, se confronter à ce qu'il y a de différent à soi, mais aussi des ressources documentaires, littéraires, cinématographiques, musicales, tout ce que vous voulez qui sont pas francophones. C'est tellement plus vaste, il y a tellement plus de choses à apprendre ailleurs que dans ce qu'on connaît déjà, que je me suis dit, waouh, ok, l'anglais c'est hyper important. C'est une porte énorme qui va vraiment pouvoir me pousser à voir d'autres choses et à faire d'autres choses. Donc j'ai compris ça vraiment bien assez tôt et j'ai commencé dès le collège à lock-in un petit peu par rapport à l'anglais, mais ça restait quand même un petit peu en surface vu que j'avais des facilités. Je m'étais dit, voilà, si je suis les cours et que je continue voilà, de faire mes devoirs et tout tranquillement, l'anglais, je finirai bien par le maîtriser à un moment donné. Et en parallèle, l'allemand, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai été quand même dans cet attrait de c'est hyper important d'apprendre une nouvelle langue et tout pour les raisons que je vous ai énoncées avant, au début, même si l'allemand, je voulais pas l'apprendre, et comme je vous l'ai dit, j'ai été forcée à le choisir. J'y allais quand même un peu en traînant des pieds, mais j'avais quand même au fond un peu cette excitation et cette curiosité d'apprendre quelque chose d'autre. Et donc au début, j'étais quand même très enjouée à l'idée d'apprendre l'allemand, malgré cette petite réticence. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte vraiment, l'allemand, c'est pas si fun. Et surtout, les professeurs que j'avais au collège et au lycée étaient horribles, les professeurs d'allemand. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment un trauma collectif de tous les élèves qui ont pris allemand. Aucun prof n'est OK. Genre, ils sont tous bizarres, ou ils font tous peur, ou ils sont tous tyranniques d'une manière ou d'une autre. Et ça m'a mais complètement dégoûtée de la langue. Déjà que du coup, je l'avais pas choisi de mon plein gré. Alors si en plus, je devais me coltiner à minima 2 heures par semaine avec des profs complètement malades, qui tenaient pas le coup, qui tenaient pas sur la longueur, qui bossaient pas, qui étaient pas passionnés, qui étaient terrifiants, qui hurlaient, enfin c'était... Mais vraiment, j'ai eu des profs, je balancerai pas les noms, mais qui est-ce que j'ai envie de le faire, qui étaient terrifiants, et notamment au lycée, petit aparté, j'avais une prof, vraiment, elle m'avait pris en grippe. Elle m'avait pris en grippe, en fait, personne n'écoutait pendant son cours, personne n'avait envie d'être là. Vraiment, personne n'avait envie d'être là. Et on avait tous été traumatisés par nos profs du collège, donc on était encore moins enclin
vouloir s'ouvrir à l'allemand. Enfin, ça faisait déjà 3 ans qu'on survivait au cours. Donc là, vraiment, ça servait plus à rien. On n'était plus dedans. Et en fait, vu que je reste quand même une personne à minima respectueuse et que à l'époque en plus j'étais très introvertie comparée à maintenant, j'ai été l'une des seules en fait qui écoutait en cours et qui disait rien et qui faisait pas le sbeul pendant le cours et qui écoutait un minimum quand même ce que la prof disait. Du coup, elle m'a pris en grippe. Elle m'a pris en grippe parce que elle n'arrivait pas à gérer les autres élèves du tout. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, la pauvre. Mais du coup, voilà, en fait, elle passait ses nerfs sur moi et c'est moi qu'elle engueulait. C'est moi dont elle allait mal parler dans la salle des profs, etc. Genre, plusieurs fois, j'ai eu des profs à moi qui venaient me voir en me disant: Lina, il y a des problèmes au cours d'allemand. Ça va pas, hein, parce que madame un tel, elle vient me voir, elle m'a dit que t'as dit ça et que tu parlais de ça et tout. Des dingueries. Franchement, c'était des dingueries. Et enfin bref, donc je m'embrouillais beaucoup avec cette prof parce que j'étais en mode, madame, vous essayez d'asseoir votre autorité dans la classe en me harcelant, qu'on se dise, en me harcelant, parce que vous n'avez pas le cran de le faire avec les élèves qui le méritent vraiment. Donc c'était vraiment, vraiment lâche et vraiment petit de sa part, donc ça m'a vraiment dégoûtée à mort, à fond de, des cours d'allemand en fait. Donc l'allemand c'était un no-go. Et du coup, bah, ce qui a fait que j'ai quand même appris l'allemand pendant 6 ans, enfin appris, entre guillemets, j'en suis sortie avec rien. Donc là, aujourd'hui, à part dire bonjour, comment ça va, j'aime les patates, je ne sais rien dire d'autre en allemand. Et je me dis, quelle perte de temps d'avoir passé 6 ans à avoir 2 heures, 3 heures de cours d'une langue par semaine pour au final n'en sortir avec rien d'autre. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est hyper important de partir dans un bon mindset et de faire les choses pour les bonnes raisons, pour être consistant et vraiment progresser et vraiment garder ces choses-là au long terme. Parce que l'anglais, par exemple, même si, voilà, il y a eu des profs par moments un peu étranges, j'avais quand même vraiment cette grosse passion-là. Je savais pourquoi je faisais les choses et il y a quand même des profs qui m'ont transmis cette passion-là aussi, ce qui a fait que ça m'a donné envie de compléter tout ça et de me donner à fond là-dedans. Et donc j'ai développé une vraie passion par rapport à l'apprentissage de l'anglais, alors que l'allemand, je l'avais pas commencé pour les bonnes raisons. Et en fait, j'ai été complètement dégoûtée au fur et à mesure du truc. Donc, même si j'ai voulu me reconnecter à ça un petit peu plus tard, j'ai jamais vraiment réussi à le faire. Et là, j'ai laissé tomber l'allemand et j'accepte le fait que ce ne sera pas une langue que je maîtriserai dans ma vie. Et c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire, déjà, quand vous voulez vous mettre à quelque chose d'aussi fastidieux qui est donc d'apprendre une langue notamment, quelque chose qui demande de la régularité, de la discipline, du travail, de l'implication et des prises de risque aussi, de sortir de sa zone de confort, etc. Il faut vraiment partir du fait que il faut que vous ayez une raison propre, euh, une raison qui vraiment vous donne envie de vous y mettre tous les jours, d'ouvrir vos cahiers alors que vous pourriez genre sortir faire la fête avec vos amis. Euh, voilà, c'est hyper important de se lancer dans les choses pour les bonnes raisons et de le faire pour vous et de le faire aussi parce que ça vous fait kiffer. Si au fur et à mesure du temps, ça devient une corvée, que ça vous angoisse, etc., ça ne marchera pas. Et justement, sur ce point-là, par rapport à mon apprentissage du coréen, on va y revenir. Donc, écoutez jusqu'à la fin, vraiment, je vous dis les gars, ça va être très très intéressant. Euh, mais du coup, après, voilà, cette période-là où j'ai complètement give up l'allemand, j'ai continué de cultiver vraiment ma passion pour l'anglais. Et notamment au lycée. J'arrive au lycée, je me rends compte qu'en fait, les cours qu'on nous enseigne sont pas suffisants du tout pour vraiment maîtriser la langue et pour que je puisse parler comme les films, comme dans les films en fait et les séries que je regardais en VO. Je me disais, mais si juste je me contente de ce qu'on nous enseigne à l'école, j'arriverai jamais à ça. J'arriverai jamais à être fluent, à parler comme bah, vraiment une personne genre native, etc. Genre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais par moi-même à partir de la seconde. Donc, pour ça, je savais pas trop comment m'y prendre.
C'était vraiment un exercice nouveau pour moi et je voulais quand même que ça reste une forme d'amusement, que ça reste dans le cadre du divertissement. Du coup, pour ça, ce qui a tout débloqué, vraiment, et j'ai senti un avant-après énorme entre bah, du coup mon niveau d'anglais en seconde et celui que j'ai fini par avoir quand je suis sortie du lycée, ça a été les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et regarder des films et des séries en VO. J'ai fait que ça. Donc en anglais, pour les réseaux, j'essayais un maximum de suivre des gens donc, qui parlaient anglais nativement, donc des Américains, surtout des Américains, c'est vrai, je me rends compte maintenant. Parce que je pense que c'est la culture qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Les States, oh mon Dieu. Ceci, je ne fais pas du tout l'apologie des États-Unis. À l'aide, vraiment, c'est une catastrophe. Mais anyway, à ce moment-là, j'étais jeune et innocente, je ne savais pas. Vraiment, les États-Unis, j'étais en mode waouh, incroyable. Et je voulais vraiment, du coup, parler comme les personnes que je regardais à ce moment-là. Donc, YouTube, Instagram, Twitter, j'étais énormément sur Twitter à cette époque. C'était principalement des anglophones que je suivais. Et du coup, à force d'entendre des vidéos, des expressions qui se répètent, des mots qui reviennent, des intonations, les prononciations, ça a fait que j'ai fini par me l'approprier. Et donc, la manière dont ces personnes parlaient, communiquaient, je me l'ai réappropriée moi-même. Mais du coup, j'avais même pas vraiment le sentiment d'apprendre, parce que vu que pour moi c'était que du divertissement, enfin je veux dire, je me régalais à regarder tout ça, à essayer de décoder un peu qu'est-ce que les gens essaient de dire dans leurs tweets, genre qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je me suis fait pas mal d'amis internationaux sur les réseaux sociaux à ce moment-là, donc même si mon anglais il était cassé au début, à force en fait de continuer à pratiquer, traduire mes phrases, chercher les bonnes tournures voilà, de mots, d'expressions, regarder des vidéos, voir que ok, cette expression-là elle revient souvent, donc je peux l'utiliser aussi, et etc., etc. Ça a fait que en 2 ans, mon niveau n'avait absolument rien à voir et je me rapprochais vraiment du coup d'une personne native qui parle pas un anglais des livres, mais un anglais de la vie de tous les jours de personnes genre qui vivent vraiment sur place. Donc ça a été énorme et vraiment, c'est le conseil que je donne à tous mes élèves parce que je donne des cours d'anglais, by the way. Ça aussi, on en reparlera un peu après. Euh, mais du coup, vraiment, tout ce qui est de regarder du contenu en anglais, de lire en anglais, sur les réseaux sociaux et essayer de se confronter à l'anglais le plus possible, c'est hyper important parce que au plus vous allez baigner dans cette culture-là, de la langue que vous apprenez, au plus vous allez mémoriser passivement les vraies expressions utilisées par les natifs. Et c'est hyper important, et notamment, il y a un exercice qui est super efficace et que vraiment je recommande à tout le monde, à n'importe quel niveau d'apprentissage de la langue en question, ce qu'on appelle le shadowing, les gars. Le shadowing, basically, c'est vous lancer une vidéo, un film, une série, ce que vous voulez, et genre pendant 10 à 15 minutes, à chaque fois qu'une personne a fini une phrase, elle a fini de parler, vous mettez sur pause et vous répétez tout ce qu'elle a dit. Vous répétez l'intonation, la prononciation, la vitesse, juste la phrase en entier, vous la répétez. Et vous la répétez 3 fois, et après vous passez à la phrase suivante, etc. Et à force de le faire, à force en fait d'être dans la mimique de ce que la personne dit, comment elle parle, vous allez finir par parler comme elle. Donc après, c'est important aussi de regarder plein de vidéos variées sur des sujets variés avec différentes personnes, etc. pour pas en fait être le copier-coller d'une personne. Après, vous pouvez le faire aussi, il y a aucun souci, mais ça, c'est vraiment histoire de varier en fait votre, voilà, votre flux de vocabulaire. C'est pas le bon mot, flux. Oh mon dieu. Votre range. J'ai que le mot en anglais, les gars, je suis désolée. Je déteste dire ça. Je déteste. Ça fait très prétentieux alors que c'est pas du tout le but, mais bon. Anyway, votre quantité de vocabulaire, bon, vous avez l'idée, etc. Et genre, juste retenir aussi les colocations d'expressions natives, etc. Le shadowing, les gars, hyper important. Ça va vous permettre de faire d'énormément de progrès et c'est notamment en passant par ça que j'ai pu vraiment sentir une grosse différence.
Donc l'anglais, c'était genre my main priority pendant donc le lycée. Et arrivé à l'université, du coup, j'avais plus tant de cours d'anglais que ça. Donc, je continue juste de continuer un peu à kiffer et de l'apprendre de la manière dont je faisais, donc de manière passive. Regarder des trucs en anglais, parler avec des gens internationaux en anglais sur les réseaux et tout. Ce qui fait que maintenant, genre, peut-être bien 70% du contenu que je consomme sur les réseaux ou genre cinématographiquement parlant, musicalement parlant, etc., est en anglais. Et ça, je suis très contente parce que du coup, ça me permet de continuer à apprendre de nouvelles expressions, me confronter à de nouveaux mots, etc. Reconnaître aussi certaines erreurs que je continue de faire sans forcément avoir le nez dans un cahier pendant plusieurs heures. Voilà, j'ai passé un peu ce step-là et je suis très très contente. So yeah, et du coup, bah après, je suis partie en Corée, donc j'ai pu continuer de utiliser mon anglais cette fois-ci au quotidien. Et ça, c'était vraiment super. Et encore une fois, ça a été game changer parce que du coup, je me suis retrouvée donc bloquée à partir du coup du lycée jusqu'à ce que je parte en Corée dans un niveau peut-être B1 plus B2. Et bah, une fois que j'ai été en Corée et que j'utilisais l'anglais quotidiennement et que c'était ma seule manière de pouvoir communiquer avec les gens et de pouvoir m'en sortir sur le plan administratif, sur le plan scolaire, etc. Enfin, tout était en anglais ou en coréen. Du coup, ça m'a vraiment permis de basculer sur du coup un B2+, slash du coup C1 euh, par la suite. Et voilà, vraiment se faire des potes internationaux et être confronté au quotidien à la langue, c'est vraiment ce qui va tout changer et tout débloquer. Évidemment, ça va de soi. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de faire un échange universitaire, peu importe votre niveau d'anglais, vous allez avoir un très très gros progrès. Et je pense que cette forme de progrès-là, elle est hyper importante pour vous donner confiance en vous, en vos capacités et vous montrer que vous en êtes capable. Et que apprendre une langue, ça a l'air d'être un truc peut-être d'élite ou je sais pas. Peut-être pas à la portée de tous, et que c'est trop compliqué, c'est trop dur et il faut absolument avoir un prof pour s'en sortir. C'est pas le cas. Vous pouvez apprendre seul une langue. Ça s'apprend, c'est juste que ça demande de la discipline, de la consistance et surtout beaucoup de passion et de motivation. Mais voilà, je recommanderais jamais assez les échanges universitaires. Si vous avez l'occasion de le faire, vraiment, partez dans un pays qui n'est pas francophone, s'il vous plaît, pour vraiment vous confronter à l'anglais. Et vous allez voir qu'on y arrive tous. Et vous serez tellement fiers de vous à la fin. Vous direz, purée, j'ai réussi à survivre seul pendant 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, plus, dans une langue que de base je ne maîtrise pas, qui n'est pas ma langue maternelle. Et aujourd'hui, genre, j'arrive à l'utiliser aussi naturellement que je le fais en français. Vraiment, c'est incroyable. Donc, je vous le souhaite, en tout cas, et j'espère que c'est quelque chose que vous pourrez faire. En tout cas, c'est mon meilleur conseil si je dois répéter ce que j'ai dit jusqu'à présent. Donc, être consistant, régulier dans l'apprentissage, essayer d'intégrer au plus la langue dans votre quotidien, même si c'est juste 5 minutes par jour. C'est hyper important de continuer à se confronter à la langue. Essayez aussi au plus possible de la restituer en essayant de vous faire des amis, déjà peut-être sur Internet, qui parlent anglais, ou alors à rejoindre des groupes d'étrangers dans votre ville. Il y a plein de réunions comme ça, de réunions de groupes que vous pouvez voir dans un café, prendre le thé ensemble, ou faire des pique-niques, des sorties en ville, où c'est du coup des gens de partout dans le monde qui se rejoignent et qui font ça. On peut aussi très bien rejoindre cette communauté-là, ou alors, comme j'ai dit, du coup, partir faire un échange universitaire, etc. Enfin, toutes les bonnes occasions sont à prendre pour parler dans la langue que vous voulez euh, maîtriser. Et voilà. Et le shadowing, les gars. Le shadowing aussi, ça c'est hyper important. Donc, gardez la passion, restez motivé et surtout, euh, entamez tout ça pour les bonnes raisons et pour des raisons qui vous donnent un objectif au long terme. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui fait que beaucoup de gens arrêtent à un moment donné d'apprendre une langue quand le pic de motivation et commence à redescendre ou alors qu'on atteint un plateau dans l'apprentissage et sachez qu'on en atteint plusieurs des plateaux donc c'est compliqué à briser mais c'est possible, il faut juste encore une fois
rester consistant et se faire confiance, etc. Mais si vous avez un réel objectif qui vous tient à cœur plus que tout, ou par exemple l'anglais ou une autre langue, vous savez qu'elle vous est indispensable, vous allez vous y tenir. Alors que si vous n'avez pas d'objectif précis et que juste vous vous dites bah, j'aimerais bien apprendre parce que je veux voyager, vous n'allez pas tenir sur le long terme. C'est pas un objectif qui est assez fort pour vous tenir en haleine dans cette activité-là. Donc aussi, essayez de vous trouver un goal qui fait que dans le temps, même si c'est dur et que vous stagnez pendant très très longtemps, vous allez quand même euh, vous y accrocher et y tenir. Et donc, pour reprendre un petit peu du coup mon parcours, voilà, je pars en Corée en échange universitaire et je reste aussi pour le travail. À ce moment-là, donc moi j'étais super confiante sur mon anglais, je vous en ai parlé avant, donc je suis arrivée en Corée en ayant un niveau B1 plus B2, donc j'étais très très à l'aise, je savais que je pouvais m'en sortir, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Par contre, le coréen, c'est une langue que j'ai commencé à prendre aussi de passion à la fin du collège, donc début lycée. Mais je me suis vite rendu compte que ce serait pas aussi simple que l'anglais. Déjà parce que l'alphabet n'est pas le même, parce que la logique grammaticale est l'opposé, clairement, des langues latines. Et je me suis rendu compte que il n'y a pas de proximité entre le coréen et le français du tout. Donc il va falloir que je mette les bouchées d'eau pour m'y accrocher et essayer de penser autrement qu'en français dans ma tête. Parce que la logique, encore une fois, de la langue n'a rien à voir. Donc j'ai compris qu'il va falloir que je passe par plusieurs étapes de déconstruction, où je vais essayer d'arrêter de traduire en français, enfin du français au coréen, mes phrases parce que ça marche pas du tout, et que la plupart des ressources que je vais pouvoir trouver pour apprendre le coréen aussi vont être en anglais. Donc à partir de la fin du collège, début lycée, quand je vous en parlais dans l'épisode précédent, j'ai compris que je voulais partir à l'étranger, faire ma vie, etc. Et que c'était mon objectif de base. J'avais déjà l'objectif. J'avais donc déjà la passion par rapport à l'anglais, donc ça a pu se greffer à cet objectif-là au long terme. Et je savais que l'anglais et du coup là, le coréen, qui était la langue qui m'intéressait le plus à ce moment-là, m'était indispensable pour réaliser cet objectif. Donc je savais que je devais m'y mettre. Et vu que j'étais assez jeune, j'étais un peu perdue, un peu comme pour l'anglais, donc je ne savais pas comment appréhender mon apprentissage en autodidacte, là aussi pour le coréen. Et comme j'ai dit, vu que c'était un autre challenge, beaucoup plus compliqué que l'anglais, j'ai été très perdue. Dans mes premières années d'apprentissage du coréen, j'étais pas du tout du coup consistante. Généralement, j'apprenais peut-être 1 ou 2 heures par jour pendant les vacances scolaires. Et hors vacances scolaires, je délaissais complètement. J'arrivais pas à gérer ça. Et ouais, j'étais peut-être pas assez motivée. J'avais l'objectif en tête, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas encore à gérer. Et sur le moment, j'estimais que l'anglais, c'était plus important. Donc j'étais surtout sur ça. Donc ce qui a fait que en arrivant du coup à l'université, mon niveau de coréen, j'étais toujours dans un niveau 1 à 2. Donc déjà, je savais le lire, je savais l'écrire, je connaissais donc les mots de base, les verbes de base, les temps de base, donc passé, présent, futur. Je pouvais faire des phrases de base avec ça, comprendre vraiment des choses très très simples. Mais du coup, j'ai essayé de combler un peu tout ce qui me manquait, toutes les expressions naturelles qui me manquaient, etc. Par du coup, ce que je vous disais, le shadowing, mais surtout l'apprentissage passif, donc en regardant beaucoup de vidéos, en lisant beaucoup de choses en coréen sur les réseaux sociaux, en suivant du coup des influenceurs coréens, coréennes, etc., en regardant des dramas, bref, la musique et tout. C'était surtout par ça que je passais pour apprendre passivement le coréen jusqu'à ce que vraiment je trouve une manière d'apprendre qui fasse que je m'y tienne sur le long terme. Donc, à ce moment-là, voilà, le lycée, 100% anglais, 10% de coréen par-ci par-là, mais je prenais énormément de plaisir à apprendre le coréen pendant mes vacances scolaires, justement, où j'y donnais 1 à 2 heures par jour de mon temps, parce que je le voyais vraiment comme étant déchiffrer, le fait de déchiffrer un peu une énigme. Je le voyais un petit peu comme les maths, vous savez, quand on apprend des formules mathématiques pour résoudre des problèmes. Je le voyais vraiment comme ça, parce que la grammaire coréenne, vraiment, elle est
extrêmement fastidieuse et il faut apprendre des formules par cœur, dans certaines situations par cœur, avec certains mots par cœur, pour créer une phrase cohérente et naturelle et qui donc respecte la logique de la langue coréenne. Et donc je le voyais vraiment un peu comme des mathématiques, pardon, donc des problèmes à résoudre. Donc c'était vraiment super fun par rapport à ça. Et j'arrive à l'université, j'ai toujours ce projet en tête sur lequel je travaille de partir à l'étranger, étudier, etc. Et donc je savais que à partir donc de l'université, il me restait 3 ans pour préparer au mieux mon départ donc à l'étranger et du coup en Corée du Sud. Donc je savais que j'avais 3 ans pour essayer de mieux masteriser le coréen. Mais encore une fois, je me suis laissée complètement déborder par ma charge de travail en école d'architecture. Ceux qui ont fait de l'archi savent. Et en fait, là non plus, j'y arrivais pas. C'était seulement pendant les vacances scolaires que j'étais vraiment à fond sur mon apprentissage du coréen, mais je me retrouvais à faire énormément d'allers-retours. Parce que ce que j'apprenais pendant plusieurs mois, et que je délaissais pendant plusieurs mois encore, et bien je devais les reprendre en boucle. Donc je faisais beaucoup de stagnation, beaucoup d'allers-retours, même si je sentais quand même un petit progrès, un petit peu plus à chaque fois. Je comprenais de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de choses que j'arrivais à exprimer. Quand même, c'était beaucoup de stagnation. Et je savais que j'avais pas vraiment d'autre choix que de me débrouiller avec ce que j'avais sur place pour vraiment créer une différenciation, justement. Donc je savais que c'était que en étant en Corée et en étant confrontée à la langue H24 que là vraiment je pourrais faire une différence par rapport à ça. Donc j'arrive en Corée, j'avais à ce moment-là un niveau A2 en coréen à deux moins, je dirais. Et là, j'ai pris tous les risques possibles, risques entre guillemets, pour sortir de ma zone de confort et me confronter au coréen, même si j'étais terrifiée à l'idée de parler en coréen aux gens, parce que j'avais peur qu'on juge et de faire des erreurs. Et c'est arrivé, hein. C'est arrivé, on m'a énormément jugé, on a beaucoup ri. Euh, on a beaucoup rigolé. J'ai fait énormément d'erreurs. J'ai eu des situations terribles de gêne et de malaise horribles parce que je pensais avoir dit A et la personne a compris une dinguerie. Et j'étais en mode, oh mon Dieu, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Le malaise était terrible, mais c'est par ça aussi qu'on apprend. Et donc j'arrive avec mon petit niveau A2 où j'ai pas appris bien du tout, mais où petit à petit, en me forçant à parler aux gens, en me forçant aussi, à côté des cours, à étudier le coréen. Là, vraiment, j'étais à 1 heure de coréen par jour, minimum, où j'allais à la BU et je travaillais ça pendant les vacances de l'université, mais aussi pendant la période de cours. Là, vraiment, j'étais consistante. Et là, vraiment, j'ai senti une grosse différence, encore une fois, dans ma confiance par rapport au coréen. Pas forcément par rapport à mon niveau, euh, mais par rapport à ma confiance, j'avais plus peur vraiment de parler en coréen aux gens, de demander des renseignements, ouais, juste d'utiliser du coréen dans mon quotidien. Donc quand j'allais dehors, utiliser les transports, dans les marchés, à la pharmacie, chez le docteur, à l'hôpital, à l'université, peu importe. Dès que j'avais l'occasion d'utiliser du coréen, je le faisais. Alors que j'aurais très bien pu aussi utiliser l'anglais, mais je me forçais à quand même utiliser l'anglais le moins possible dans ces situations-là et de me débrouiller avec le coréen que j'avais. Donc j'ai énormément gagné en confiance. Et même si je faisais beaucoup d'erreurs et qu'il y avait des moments très gênants, mais j'avais plus peur de parler en coréen. Donc ça, pendant la première année, euh, j'ai vraiment développé du coup beaucoup mon expression orale. J'avais plus vraiment peur de prendre ces risques-là et j'étais de plus en plus confortable avec ma langue. Ce qui a fait que je prenais toujours autant de plaisir à apprendre le coréen. Et là, je sentais vraiment de grosses différences parce que du coup, j'ai fait plusieurs tests blancs de l'examen de langue coréenne. Vous savez, il y a 2 niveaux, le topic 1, le topic 2. Le topic 1,
c'est pour les débutants, donc c'est le niveau 1 et 2, donc niveau 1 à 2, et après à partir du topic 2, donc niveau 3, 4, 5 et 6, là on est dans la range, tu es B1 à C2. C2 qui est, tu parles couramment la langue. Tu es coréen toi aussi, tu es devenu coréen. Euh, et du coup, tous les examens blancs que j'ai fini par faire à la fin de cette année d'échange, le topic 1, je l'avais à 100%. Donc le niveau A2 était complètement maîtrisé et j'étais justement en train de basculer sur un niveau B1. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais en mode ok, trop cool, j'étais trop contente du niveau que j'avais, donc A2+, presque B1 en coréen sur cette année-là. Mais j'ai fini par perdre en motivation parce que j'ai atteint un gros plateau. Donc j'en avais atteint plusieurs, comme je vous l'ai dit. Il y a eu pas mal de temps où j'ai stagné parce que j'étais pas consistante. Mais là, j'étais consistante. Et en plus, j'étais dans le pays en question. Mais j'ai fini par atteindre un plateau. Et ce plateau-là, il m'a énormément frustrée. Parce que, comme je vous l'ai dit, le coréen, c'est pas comme l'anglais. Où les plateaux, tu peux arriver à les briser assez vite. Ça finit par se faire parce que la langue ressemble beaucoup au français, etc. Là, c'est pas le cas. C'est un autre level. Et t'es obligé de passer par ces plateaux-là où tu galères pendant super longtemps pour qu'il y ait certaines choses qui se débloquent. Et là, pendant bien 3-4 mois, j'étais sur un plateau horrible qui a fait que j'ai perdu en motivation énormément et donc j'ai délaissé. Donc à nouveau, j'ai laissé le coréen derrière moi alors que ça faisait peut-être bien 10 mois que j'étais à fond dedans et où j'étais super contente de mes progrès. Et donc, ça a baissé. Ça a baissé et j'ai complètement arrêté d'apprendre. Et juste, je m'étais contentée de revenir à ce que je faisais avant, donc d'apprendre de manière passive par le divertissement. Et c'est à cette même période que j'ai trouvé un stage, du coup en entreprise coréenne, et où je savais que je ne pouvais pas utiliser l'anglais. Ça allait être que du coréen. L'anglais était interdit au sein de l'entreprise. Et je trouve ce stage et je sais que je suis morte parce que mon niveau de coréen n'était pas assez. Donc il fallait que je m'y remette sérieusement. Et en plus, du coup, là, dans le cadre du travail, j'allais encore plus devoir l'utiliser parce que du coup, la lecture de tous les normes administratives, tous les plans, enfin, faire de l'architecture en coréen, les gars, waouh, c'est un challenge. Donc je savais que c'était... là, j'allais être à fond, hein. J'allais être à fond dans l'immersion à 100%. Enfin, je veux dire, j'allais passer toutes mes journées de 8h à 18h dans un bureau avec que du coréen autour de moi. Mais vous savez, j'étais tellement stressée par rapport à ça, de oh mon Dieu, on en attend tellement de moi et c'est tellement sérieux là, ce qui est en train de se passer par rapport au travail. Enfin là, on n'est plus en train de rigoler, on n'est plus à l'université là. On est dans le cadre du travail que j'étais en mode je suis cook. Et je me suis tellement mis la pression. Et mon patron et mon manager m'ont tellement mis la pression. C'était tellement horrible, ce stage-là que j'ai fait de 6 mois. Je ferai un épisode où on parlera du monde du travail en Corée de mon stage parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Que en fait, ça m'a dégoûté du coréen. Ça m'a dégoûté du coréen comme pour l'allemand à l'époque. Et du coup, j'avais un énorme blocage et j'ai complètement arrêté d'apprendre le coréen pendant cette période-là où j'avais mon stage. Donc, mon stage, je l'ai fait 6 mois. Les 3 premiers mois, j'ai complètement lâché et juste, j'ai essayé de survivre avec ce que j'avais, mais j'étais terrifiée à l'idée de parler en coréen à mes collègues. C'était horrible parce que c'était vraiment, du coup, là, le cadre du travail, donc c'était hyper sérieux et ils étaient en aucun cas dans la compréhension et dans l'intégration aussi. Parce que c'était une moyenne quand même, une entreprise moyenne d'archi, euh, de gens qui n'avaient pas du tout mon âge, ils avaient tous à minima la trentaine. Moi j'avais 22 ans, j'étais la toute première étrangère qui a intégré la boîte et ils parlaient pas anglais et moi je parlais pas coréen du coup. Donc c'était une situation terrible. Ils en attendaient énormément de moi et ils m'ont un peu bully aussi, genre vraiment ils m'ont un peu bully et ça m'a complètement dégoûtée, ça m'a créé un blocage énorme donc je parlais plus.
du tout en coréen ou vraiment en monosyllabes et j'apprenais plus du tout parce que ça me stressait énormément d'apprendre parce que je me disais: «Putain Lina, faut absolument que tu maîtrises le coréen, faut absolument que tu parles là, fluidement, que tu débloques tout ça, ça va pas du tout, là tu t'en sors pas, c'est horrible» et du coup, blocage. Blocage complet jusqu'à la fin du stage. Donc jusqu'à la fin du stage, j'étais en blocage complet, même si il y avait des moments où, quand j'avais des heures de creux pendant le stage où on me donnait rien à faire, j'essayais de reprendre mes livres, de reprendre mes cours et tout, mais ça me stressait beaucoup trop, donc j'étais pas vraiment dedans. Donc vraiment, je dirais qu'il y a une grosse période de 6 mois complète où il y avait rien à faire, le coréen, j'étais plus dedans et du coup, stagnation totale. Et quand je suis rentrée de Corée, là justement que j'ai quitté mon stage et que j'ai quitté tout cet environnement où j'étais pas très très bien, même si j'étais dans le pays rêvé où je vivais mon rêve, il y a des choses qui faisaient que ça allait pas et qu'il fallait que je rentre. Si jamais vous connaissez pas mon histoire par rapport à ça, mes 2 premiers épisodes de podcast, j'en parle beaucoup. Je parle de ma vie en Corée, de pourquoi je suis rentrée alors que c'était mon rêve et tout, et quel est mon objectif aujourd'hui par rapport à ça. Bref, allez écouter les 2 épisodes précédents si vous voulez un peu comprendre le background. Mais c'est que maintenant que je suis rentrée en France et que du coup j'ai plus cette pression et cette angoisse de je dois absolument être parfaite pour communiquer avec les gens parce que en tant qu'étrangère, il faut que je puisse m'intégrer. Donc les gens en attendent beaucoup de moi de ce côté intégration. Donc il faut que je sois super et que mon coréen soit nickel et tout. Mais maintenant que j'ai plus cette pression-là et que je suis de retour dans cette dynamique où j'apprends le coréen parce que je kiffe et parce que j'ai envie d'être meilleure et parce que du coup j'ai un nouvel objectif qui s'est dessiné qui est de je veux vivre à l'étranger sur le long terme. Plus tard, d'ici 2 ans, je veux mettre ça en place et je sais que là ça va être 2 ans où cet objectif, je vais être à fond dedans, je vais travailler que pour ça, où j'ai plusieurs étapes que je vais mettre en place pour le réaliser et où je me dis bah là, c'est que du kiff. Je sais pourquoi je le fais, donc j'ai de nouveau de bonnes raisons de le faire. Je suis sortie de cette angoisse et du dégoût. On me dégoûte plus de la langue. Il n'y a plus personne qui est derrière moi en train de me dire t'es une merde, il faut que tu apprennes mieux, etc. Là, c'est que du kiff. Donc ma motivation, elle est revenue en flèche. Et du coup, là, ça fait euh, un mois et demi presque, que j'ai repris l'apprentissage du coréen de manière structurée, de manière amusante et où j'apprends du coup le coréen entre 2 et 3 heures et demie par jour. Euh, et c'est incroyable et je me régale et je suis trop contente et je retrouve vraiment ce plaisir que j'avais perdu du coup au fil du temps lorsque j'étais en entreprise. Donc même si là aussi je sens que je suis de nouveau en train d'atteindre un plateau, j'ai un niveau là B1 qui commence à bien se solidifier, j'ai en place une routine qui me fait kiffer et où je sens que au fur et à mesure je vais casser ces piliers et où je pourrai enfin du coup passer les examens de coréen que je veux pour pouvoir du coup recommencer ma vie à l'étranger plus tard. Et du coup, maintenant que mon objectif par rapport à ça, il est beaucoup plus précis, ok, je sais que je vais vivre à l'étranger au long terme, je sais que la Corée c'est un pays que je kiffe, pour lequel j'ai énormément de respect et où je veux vraiment me redonner une seconde chance là-bas. Donc je sais que ça va m'être indispensable et maintenant que je connais la réalité du pays, du métier et de tout ce qu'il en coûte, je sais qu'il me faut le coréen, coûte que coûte, pour m'en sortir là-bas sur le plan du travail pour vraiment du coup avoir une vie stable. Donc je sais que le coréen ça m'est indispensable, donc je sais que je lâcherai pas par rapport à mon objectif. Euh, mais aussi juste j'ai envie de continuer de parler avec mes potes coréens et d'arrêter de leur imposer l'anglais. Et j'ai envie de leur montrer que je fais cet effort-là aussi. Donc ça me donne aussi envie de me battre et de m'améliorer en coréen pour mes amis et leur montrer que, regardez les gars, je fais l'effort de, de faire tout ça pour qu'on kiffe ensemble, etc. Donc j'ai un objectif précis. J'ai des bonnes raisons qui me donnent envie de le faire. J'ai plus de pression, donc là c'est que du kiff. Donc ma motivation fait que là je suis vraiment dans une bonne passe où je me régale. Et du coup ça fait que j'ai développé une routine d'apprentissage euh,
qui est super efficace et que je pense être très productive. Donc peut-être qu'il faut que je ralentisse un petit peu, peut-être que j'en fais trop, voilà, j'essaye un petit peu d'ajuster, mais ça n'a rien à voir avec avant. Là, je suis vraiment dans l'apprentissage type académique plutôt que type passif. Et du coup, ça fait une grosse différence. Donc pour ça, pour vous partager ma petite routine d'apprentissage, peut-être que ça pourra vous aider. Peu importe la langue que vous apprenez d'ailleurs, vous pouvez vous en inspirer pour ça. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je tiens un journal de bord vidéo où je parle tous les jours en coréen, donc à moi-même, comme un journal intime en fait, pendant au minimum 10 minutes. Donc 10 minutes par jour, je parle en coréen de tout et de rien, de ma journée, de ce que je ressens, de ce que j'ai fait, je sais pas, d'un sujet du jour, d'actualité, etc. J'en parle en coréen. Et même si je bégaye, même si je fais des fautes, même si je trouve pas mes mots, eh ben, je me force à tenir ces 10 minutes là minimum. Des fois, je vais jusqu'à 20 minutes si je me sens inspirée. Mais voilà, tous les jours, je me force. Et du coup, ça fait que ça me permet de gagner en confiance, de voir que je peux me débrouiller. Et je vois aussi mes propres erreurs, où est-ce que je les fais. Donc, je me les note. Et après, donc, avec mes livres, etc., bah, je viens recorriger mes fautes. Ok, j'avais dit ça comme ça, je sentais que c'était un peu bizarre. En effet, en fait, j'aurais dû utiliser cette expression, ou cette particule, ou cette terminaison, ou cette forme de grammaire-là, etc. Et à force de me reprendre, de recorriger mes erreurs et de répéter du coup les bonnes formulations, je finis par les intégrer et les réutiliser en fait dans mes vidéos d'après et du coup faire ces expressions les miennes. Et donc de gagner en fluidité et de gagner surtout en fluency, donc le fait de parler juste un coréen naturel et pas un coréen des livres que j'utilise. Or, ce journal vidéo, pardon, je tiens aussi un journal écrit, mais je suis moins dedans. Je le fais pas tous les jours, je fais peut-être 2 à 3 fois par semaine. Je me prends aussi un moment où, voilà, j'écris une page de mon journal en coréen, encore une fois. Donc là, c'est surtout pour travailler l'écrit. Pareil. Après, donc, je fais revérifier, je fais recorriger, euh, comment dire, ma page de journal écrite, et du coup, je corrige là où ça allait pas, et je les répète. Encore une fois, je les répète, les bonnes collocations, les bonnes expressions, pour ne plus les faire au fur et à mesure, et aussi, du coup, développer mon écrit de manière générale, mon impro, etc. Et ensuite, avec ça en complément, donc je fais du shadowing, comme je vous en ai parlé. J'en fais aussi un petit peu tous les jours. Donc c'est vraiment des vidéos de 10-15 minutes, ou alors sur un épisode de drama que je regarde en ce moment, je vais prendre 5 ou 10 minutes. Où voilà, je vais poser à chaque fin de phrase d'un personnage, je vais répéter l'intonation, la prononciation, ce qu'il a dit, histoire de voilà, me familiariser avec ça et du coup être dans la mimique. Et ensuite, j'utilise donc des livres de coréen, de grammaire, de conjugaison et juste voilà, je suis des cours donc très académiques, sur ça. Donc là, en ce moment, j'essaie de petit en petit, en plus des livres de grammaire et de conjugaison que j'utilise de base, d'intégrer, du coup, des exercices relatifs à l'examen de langue coréenne, dont je vous parlais tout à l'heure, le topic, parce que du coup, j'aimerais à la fin de l'année prochaine passer le topic 2 niveau 3, donc d'avoir le niveau 3. Donc il faut que je puisse aussi préparer l'examen, donc j'essaye, voilà, petit à petit, d'intégrer ces exercices-là aussi dans ma routine quotidienne. Et donc je passe à peu près donc entre 2 et 3 heures, 3 heures et demie par jour à faire donc cette routine-là. Et je kiffe. Et ça peut paraître beaucoup. Et je sais que là, je peux me permettre d'avoir cette cadence-là parce que j'ai pas repris mes études et que les cours d'anglais, justement, que je donne pour continuer à travailler l'anglais de manière active, euh, fait que c'est très flexible et du coup, mes horaires me permettent d'avoir cette cadence-là. Mais je sais que je vais devoir ralentir une fois que j'arriverai à la rentrée parce que du coup, je dois jongler entre mes études, les cours d'anglais que je donne et du coup l'apprentissage du coréen. Donc ce sera moins intense, mais le but c'est de rester consistant. En gros, voilà où j'en suis par rapport à tout ça et par rapport à mes conseils. Si je dois vous faire un topo de mes conseils pour apprendre une langue et s'y tenir, c'est vraiment donc la discipline. Rappelez-vous pourquoi vous apprenez cette langue. Ayez
établissez-vous un objectif précis sur le long terme. Ce qui va faire que vous allez y revenir à la langue, vous allez y revenir et vous allez toujours avoir cette envie, cette motivation de vous y remettre parce que vous savez pourquoi vous le faites. Si vous n'avez pas d'objectif précis ou qu'il n'est pas assez long dans le temps, vous allez finir par lâcher ça parce que vous allez dire bah ça en vaut pas la peine, je sais plus trop pourquoi je le fais, vous allez vous perdre dans cette motivation là et donc cette discipline, vous allez moins l'avoir. Ensuite, donc, je l'ai dit, donc la régularité, tous les jours, même si c'est que 5 minutes parce que vous avez vraiment pas eu le temps aujourd'hui, vous avez vraiment pas envie, bah, juste 5 minutes, ça suffit. Juste de vous confronter à la langue, de regarder une vidéo, de faire un petit peu de shadowing, de revoir un peu le vocabulaire, et cetera. C'est hyper important. Donc la consistance, l'objectif au long terme, la discipline, heu et aussi du coup d'essayer de sortir de vos zones de confort. Par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, de lire dans la langue en question, même si c'est dur au début. Heu, voilà, de parler avec des gens dans la langue en question, même si c'est dur. Commencer petit à petit, par quelques messages, quelques posts sur les réseaux sociaux où vous essayez de parler qu'avec des gens, de cette langue-là. Ou après petit à petit, vous essayez de vous faire des potes, peut-être rencontrer des gens dans la vraie vie, rejoindre des associations, dans la vraie vie de gens qui parlent cette langue-là, rejoindre des communautés d'apprentissage, peut-être prendre des cours par rapport à ça aussi. Ça peut être un autre step. Et encore plus loin, si vous avez l'occasion de faire un échange universitaire par rapport à la langue, etc. De petit à petit, en fait, vous sortir de vos zones de confort pour débloquer justement ces plateaux-là que vous allez rencontrer au fur et à mesure de votre apprentissage. Mais en tout cas, sachez que c'est normal d'avoir des hauts et des bas quand vous apprenez une langue. D'avoir des moments où vous faites des progrès de ouf, des moments où vous stagnez et c'est horrible, et des moments où vous lâchez un petit peu parce que bah, juste, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines, donc c'est normal s'il y a des moments où vous lâchez. Mais le plus important, c'est de vous y tenir et de revenir dessus, parce que je vous assure que la satisfaction que c'est de comprendre ce qu'on vous dit, de lire ce que vous avez devant les yeux, de le comprendre, de parler avec des gens dans une langue où vous êtes parti de zéro, c'est énorme et ça va vous faire tellement gagner confiance en vous et tellement vous rendre fier en fait de vos progrès que ça va vous être utile dans plein d'autres aspects de votre vie. Vraiment, c'est hyper important de cultiver ça. Et là aujourd'hui, je vous ai principalement parlé de ça par rapport au fait d'apprendre une langue, mais ça peut très bien s'appliquer à d'autres formes d'activités aussi, au sport, à d'autres hobbies qui demandent aussi cette régularité-là, cette discipline, je sais pas, le dessin, la peinture, la cuisine, etc. Enfin, tellement de choses en réalité. Donc voilà, il y a des moments de haut et de bas, mais on s'en sort toujours. Le plus important, c'est d'y croire et surtout de croire en vous-même. Vraiment, vous avez tellement de ressources en vous pour réaliser tout ce que vous voulez. Vraiment. Après, évidemment, il y a des choses dans la vie qui font que il y a un facteur chance énorme. On s'entend bien. Mais par rapport à ça, on peut y arriver. Même si on a très très peu de ressources, Internet est une mine d'or. Et je vous assure que rien qu'avec une connexion Internet et un téléphone ou alors un ordinateur, une tablette, les gars, on peut faire tellement de choses. Et apprendre une langue, c'est la porte ouverte à un monde que vous ne soupçonnez même pas. Et c'est une porte, oui, qui s'ouvre du coup sur l'extérieur, sur l'humain, sur la culture, sur d'autres savoirs, etc. Mais c'est aussi des portes que vous ouvrez en vous, je vous assure. Et le voyage et la peine que c'est d'apprendre une langue en vaut tellement la peine, je vous assure, parce que ça va changer qui vous êtes et ça va vous offrir tellement plus d'opportunités de vie que vous n'aurez jamais considéré. Et juste, au bout du chemin, vous vous remercierez du plus profond de votre cœur d'avoir fait tout ça. Vraiment. Donc voilà. C'était un petit peu voilà, la conclusion que je voulais vous donner par rapport à ça. J'espère que vous aurez pu sentir ma passion vraiment par rapport à ce sujet. Je vous avais dit, je pense que cet épisode va être plus court que les autres. C'est le plus long. Là, on est à presque 1 heure de recording. J'espère que mon téléphone tient le coup. Euh, mais voilà, donc, bref, les gars, ça m'a fait trop plaisir de vous parler de ce sujet et je pourrais en parler pendant des heures vraiment, mais c'est tellement quelque chose qui a changé ma vie d'apprendre des langues
Et j'ai très très hâte en fait de maîtriser le coréen autant que je le souhaite. C'est-à-dire, j'aimerais maîtriser le coréen autant que je maîtrise l'anglais en réalité. Donc j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais j'ai hâte un petit peu des progrès que je vais faire au fur et à mesure du temps et d'obtenir les diplômes du coup de coréen que j'ai envie par rapport à tout ça pour mon objectif final. Euh, mais du coup, j'ai hâte du coup de la prochaine langue que je vais pouvoir apprendre après le coréen. Je suis en train de me tâter, est-ce que j'apprends le mandarin, le japonais ou l'arabe? Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à tout ça, mais j'ai envie vraiment d'apprendre ouais, une nouvelle langue pour le kiff cette fois-ci. Et on verra bien. Mais voilà, donc c'est à peu près tout par rapport à ce sujet. Si jamais vous voulez qu'on en rediscute, que vous avez plus de questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou en MP sur Instagram. Ce sera avec grand plaisir. Ou si vous avez d'autres sujets de podcast que vous voulez que j'aborde aussi, n'hésitez pas. C'est le moment. En tout cas, j'espère sincèrement que ce que j'ai pu vous partager et vous transmettre par rapport à tout ça, que cette passion que j'ai là vous donnera aussi envie de vous mettre à fond dans quelque chose qui vous tient à cœur ou alors que vous avez lâché pendant un moment pour vous prouver que même s'il y a des moments où c'est compliqué, on peut toujours s'y remettre et il est jamais trop tard pour se mettre à quelque chose aussi, vraiment. Le coréen, je m'y suis mis une fois que j'étais sur place. Donc oui, j'aurais pu m'y mettre sérieusement avant, mais c'est ok. Et genre là, j'ai 23 ans et je continue d'apprendre ça et c'est pas trop tard et plus tard. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour atteindre cet objectif de maîtriser le coréen aussi bien que l'anglais. Mais même si ce sera à mes 30 ans, mais c'est pas grave, je pourrais toujours apprendre, genre à mes 30 ans, à mes 40, à mes 50 ans, whatever, les langues que j'ai envie d'apprendre ensuite. C'est ok. Donc voilà, bref. Je pense que je vais m'arrêter là pour le podcast d'aujourd'hui, parce que sinon je pourrais encore continuer pendant longtemps. En tout cas, j'espère sincèrement que le sujet vous aura plu, qu'il vous aura aidé d'une quelconque manière que ce soit. Et si jamais il y a des gens parmi vous qui sont dans cette whole journey d'apprendre une langue, sachez qu'on est ensemble. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon courage dans cette grande aventure qui est d'apprendre une ou plusieurs langues. En tout cas, moi je suis derrière vous avec ça et je suis super contente et super fière que vous entamiez cette, ouais, cette grande étape, cette grande aventure pour vous, pour vous-même en fait, juste de manière générale, c'est hyper important. Et voilà, donc je suis très très fière de vous, c'est super, continuez à travailler dur, you got this, ok? Et voilà, bref, donc merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Cher Journal. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et que vous allez bien aussi. Je sais pas si je vous l'ai demandé en début de podcast, mais j'espère sincèrement que vous allez bien et que tout va bien pour vous et qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau sujet qui vous intéressera tout autant. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Cher Journal. Bye bye!